présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de notre belle émission. C'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Avec le soleil, tout va bien. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose de vraiment important parce que beaucoup de gens nous appellent à l'AQDR puis demandent le système de santé, ça va mal, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on n'a pas de médecin de famille? Comment est-ce qu'on va procéder? Ils sont vraiment très inquiets. Alors, quand on a vu ça, on a trouvé une personne ressource extrêmement importante qui a travaillé dans le monde de la santé comme infirmier, c'est pas rien, et puis en plus qui a travaillé au niveau de la gestion des résidences privées pour aînés. Alors moi, je lui ai demandé, la personne s'appelle Régent Goulet, s'il voulait faire l'émission avec moi et M. Goulet a accepté. Alors bonjour Régent. Bonjour Judith. Ça va bien? Merci toi-même. Tu sais très bien qu'il y a un vieillissement démographique énorme. De plus en plus, c'est la pyramide inversée. Il va y avoir plus d'aînés. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec les services qui vont être disponibles pour les aînés? Tout le monde est inquiet. Tout le monde se demande, est-ce qu'on va être soigné ou pas? Est-ce qu'on va être obligé d'aller au privé? On n'a pas d'argent. Fait qu'on va regarder ça avec toi. Alors, on va parler de vieillir en santé. Est-ce que tu peux nous donner ton impression de la situation avant qu'on aborde des sujets plus précis? Bien, on sait, Judith, en tout cas, moi, j'ai lu que la population, on vieillit majoritairement plus vieux et puis on va vieillir rapidement. On sait qu'en 1971, les 65 ans et plus représentaient 20 % de la population. Et en 2041, ces mêmes 65 ans vont représenter 26 % de la population. C'est beaucoup. Donc, c'est quand même pas rien, là. Pas rien. Et puis aussi, on dit que les aînés sont plus actifs. Les 60-64 ans, en 2001, il y en avait 29,6 % qui étaient actifs dans la vie. Oh. Et puis, en 2021, c'est 50 %. Donc, on voit que la tendance, la façon de vivre des aînés change, là, est en perpétuel changement. Bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et aussi, c'est recommandé que les personnes âgées, les personnes vieillissantes doivent rester actives. On dit qu'en 1994, c'était 6,4 % des gens de 65 ans qui étaient sur le marché du travail, alors qu'en 2023, on est rendu à 15 %. Eh mon Ils sont Dieu! maintenant sur le marché du travail. Donc, là aussi, on voit un changement. Et puis, c'est sûr qu'on vieillit. On vit plus longtemps, mais on vieillit pas tous de la même façon. Il y en a qui vont vieillir avec une santé plus précaire. Et les problèmes varient d'une personne à l'autre, dépendamment du régime de vie qui se sont donnés. J'ai lu, moi aussi, que le Québec, on est en arrière, juste en arrière du Japon, où il y a un vieillissement énorme. Ça veut dire que on arrive là-dedans, puis il va falloir changer l'ensemble de notre société. Qu'en penses-tu? Ben, c'est sûr qu'elle se modifie au fur et à mesure des années parce que, évidemment, tous ceux qui œuvrent dans le réseau de la santé suivent cette évolution-là du point de vue démographique avec tous les impacts que cela peut apporter. Puis aussi, la vie évolue rapidement, puis les aînés que nous sommes aujourd'hui, on est peut-être plus à l'affût de la génération qui nous a précédés. Moi, je fais partie de la génération des baby boomers. La vie n'est pas la même que celle de mes parents qui étaient d'une génération qui était silencieuse. Donc, on est aussi plus éduqués, donc plus enclin plus sensible aux changements que la vie nous apporte, puis aux opportunités qu'elle nous donne aussi. OK. Toi, je peux te tutoyer.
Oui, on se connaît bien. Régent, as-tu des conseils à donner aux aînés pour au niveau de la prévention de la santé? Parce que, tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose pour conserver notre santé. As-tu des idées là-dessus à donner aux gens? Ouais. C'est sûr qu'il faut faire des choix. Quand on vieillit, puis on veut vieillir en santé, il faut faire des choix de vie en fonction de sa santé puis en fonction de ses revenus. Si j'exploite mon corps, mon physique au-delà de ses capacités avec mon vieillissement, je me rends pas service. Mais en même temps, si je fais rien, je me rends pas plus service. Donc, c'est important de faire des choix en fonction de ce que ma capacité me permet de faire, puis aussi en fonction de ses revenus. Si j'ai des revenus, c'est dépendamment du niveau de revenu que j'ai, mais ça va aussi guider mes choix d'activité qui vont suivre ça. Et puis aussi, on dit que, un petit peu, évidemment, quand on vieillit, c'est la santé physique puis la santé mentale. Hein? C'est ça qui est important. Et puis, moi, je me souviens du temps où j'avais fait mes cours de retraite. On nous le signifiait déjà. On disait, avant de prendre la retraite, pensez-y parce que vous aurez beaucoup de temps à occuper. C'est pas l'été. L'été, c'est facile, il fait beau. Fait qu'il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Mais quand l'automne, l'hiver s'installe, ça devient plus limitatif pour les personnes que nous sommes. Alors, ça, c'est une chose. Puis évidemment, les finances qui doivent suivre les activités qu'on choisit de faire. Et que si on veut vieillir en santé, faut éviter l'isolement. Donc, quand on dit éviter l'isolement, là, c'est de pas avoir de réseau, parce que quand on est isolé, les problèmes physiques et psychologiques sont plus présents. Mais comment tu fais, mettons, c'est intéressant là, que tu abordes l'isolement. C'est un des grandes thématiques qu'on va travailler la QDR Québec à l'automne 2026. Comment tu fais pour éviter l'isolement? Mettons, t'es à Québec, tu as plus ou moins d'amis, tu travailles pas, tes enfants sont loin. Comment tu fais pour éviter l'isolement? Peux-tu nous donner des conseils? Ben, écoute, tu peux développer ton réseau social, tu peux y aller dans le bénévolat, tu peux y aller dans le travail, tu peux y aller dans le sport. Il existe l'Université du troisième âge aujourd'hui à l'Université Laval, là. Les gens peuvent suivre des cours, mais c'est pas nécessairement il y a toutes sortes de cours. Il y a des cours loisirs, il y a des cours de sciences, il y a des cours de langue. Il faut juste y aller avec son intérêt. Parce que quand on y va avec son intérêt, ben c'est sûr que la motivation va y être, d'une part, et puis ça va nous inciter à participer, pas juste s'inscrire. On va pouvoir y aller de façon constante. C'est ça qu'on veut. Bon. Alors, c'est ce que j'aurais à dire actuellement. OK. Ça veut dire, ne vous isolez pas. Allez voir quels sont vos intérêts, vos besoins, et puis essayez de trouver des ressources qui comblent ce besoin-là, puis allez-y, mais restez pas tout seul. C'est ça que tu veux leur dire. Seul. On peut aller dans les loisirs de la ville, on peut aller dans les loisirs de l'université, on peut aller à la bibliothèque. Dans le bénévolat, ben il y a le bénévolat. Tu peux le faire dans les résidences privées, tu peux le faire dans les CHSLD, il y a des organismes communautaires qui cherchent des bénévoles. Bon, tu vois, c'est très bon que tu leur dises ça. Tu peux aller dans tous les sens, tu peux aller dans le commercial, tu peux... les gens qui font de la livraison, par exemple. Il y a des retraités qui font de la livraison pour les pharmacies. Il y a beaucoup de gens qui retournent sur le marché du travail, ne serait-ce pour garder le contact avec la société, se sentir utile à quelque chose. C'est pas parce qu'on retraite qu'on est invalide, là. Ben ça, c'est un mot d'ordre. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on est invalide. Je vais le garder longtemps, je te remercie, parce que des fois, il y a des gens qui pensent ça. Là. Ils viennent nous voir et ils disent, on n'est plus bon à rien. Avant de venir, il y avait une madame qui est arrivée, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus quoi faire. Ben, c'est pas vrai, là. Monsieur Goulet vous le dit, là. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on est invalide. C'est pas vrai, parce que quand tu es sur le marché du travail, puis tu es actif à 35, 40, 50 heures semaine, puis du jour au lendemain,
Tu dis bye-bye tout le monde, ça mange chez toi. La première semaine, c'est facile à occuper. Le premier mois, c'est facile à occuper. Mais après ça, ça devient un peu plus difficile parce que tu n'as plus tes contacts, tu n'as plus ton réseau, tu n'as plus tes voisins, eux, partent quand même travailler. C'est pas parce que toi, tu es à la retraite que tout le quartier est à la retraite. Donc, ça change la perspective, ça change la façon de voir les choses. Au début, ça me frappait davantage. Puis, je faisais des petites sorties. J'allais voir à gauche, à droite. Puis, je croisais on voit qu'il y a beaucoup d'aînés qui s'ennuient, qui sont seuls. Là. Ça, on le voit. Ah, bon. Alors, il faut rester actif. Bon. Mais là, on va du coq à l'âne, mais c'est tellement important qu'on en parle. Il y a beaucoup d'aînés qui vivent sans beaucoup de sous, qui n'ont pas de rente de retraite privée, qui ont juste le système gouvernemental, fédéral, puis des fois, il y en a qui ont une très faible régie des rentes du Québec. Eux autres, là, c'est difficile. Ils n'ont même pas... Tu sais que les logements, c'est maintenant exorbitant. La nourriture, le prix monte constamment. Il y en a qui doivent même faire des choix alimentaires. Mais ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça doit nuire à la santé? Ben écoute, c'est sûr que tout va avec le revenu. Plus mes revenus sont larges, plus mes options sont grandes. Mais si j'ai des difficultés, il y a des organismes communautaires qui peuvent nous aider par rapport à ça. Je connais pas toutes les ressources, mais je suis enclin à dire que le système de santé de première ligne, les CLSC sont là pour nous aider. Puis on n'a pas le choix de passer par là parce que c'est eux qui connaissent le mieux toutes les ressources disponibles dans le réseau. Les travailleurs sociaux, entre autres, ont ce mandat-là de nous informer sur ce qui est disponible. Okay. Alors, il ne faut pas hésiter à les consulter. Ça veut dire quoi, ça, en termes pratiques, Régent, que les aînés appellent au CLSC? Ben, tu peux appeler au CLSC, il y a des lignes, puis tu peux aussi te présenter. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour les situations d'urgence et qui vont rencontrer ces gens-là pour écouter leurs problématiques puis les aiguiller sur des solutions possibles qui peuvent s'offrir à eux. OK. Fait qu'on peut leur dire d'aller au CLSC. Absolument. Absolument. Puis il y a les organismes communautaires. Si les gens sont peu enclins à aller au CLSC, il y a des organismes comme ton bureau, la QDR, qui oriente aussi les gens vers des services. Oui, ça, on le fait bien, puis on les aide de toute manière. Là, exactement. Écoute, on a aussi du monde qui n'ont plus de médecin de famille. Nous, ce qu'on entend, je veux t'en parler, je vais en parler à tout le monde, il y en a qui sont découragés puis qui disent, on ne se fera plus soigner. Qu'est-ce que tu dis de ça? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Je sais qu'il y a le gap, mais toi, tu es connaissant du monde de la santé. Quel conseil tu pourrais leur donner? Bien, tout dépend aussi du problème de santé. Quand on est dans des problèmes de santé minimes, limitations physiques temporaires, je me suis blessé, je me suis fait une fracture, peu importe. Je peux commencer par mon réseau social à moi, ma famille, mes relations, mon voisin, mon voisinage. Ça, c'est la première ressource. C'est facile, tu sais, on se rend service, ça peut aider. Mais vitement, ces gens-là, ça, c'est ponctuel. Oui. C'est rare qu'on va compter là-dessus à long terme. Alors là, on tombe directement vers les services sociaux, la première ligne, le CLSC. Alors là, tu peux te présenter, évidemment, au CLSC. Si tu te présentes sur place, ils peuvent te prendre. Il faut juste vérifier s'il y a des plages de rendez-vous aussi. Ça aussi, ça peut aider. Et sinon, il y a les GMF, les groupes de médecine familiale, qui prennent des clients qui n'ont pas de médecin. Ah oui? En connais-tu? Oui. C'est des cliniques externes dans les hôpitaux. C'est des GMF. OK. Alors, il y a du sans rendez-vous. Il y a les cliniques aussi sans rendez-vous. Bon, ben alors ça, il va falloir explorer ça puis qu'ils explorent ça. Ça veut dire que tu dis qu'il y a des GMF qui, même si tu n'es pas client d'un médecin là, ils prennent des
des gens qui n'ont pas de médecin sur place dans leur GMF? Ben, il faut prendre sur rendez-vous. OK. Faut appeler. OK. Et il y a une possibilité d'avoir un rendez-vous. Je ne dis pas que c'est facile et que tu l'as le lendemain matin, mais il y a une opportunité d'avoir un rendez-vous là. Évidemment, il y a toujours le privé, ça on le sait. Ouais. Mais sinon, c'est CLSC a priori, puis GMF après. Parce que tu sais, la ministre Bélanger avait fait une annonce intéressante. Elle disait exactement comme toi que pour les aînés, le CLSC serait la porte d'entrée pour le système de santé. C'est vrai. Le CLSC, c'est la porte d'entrée parce que les services, en fait, c'est des bureaux d'information. Oui, il y a des professionnels, puis il y a des soins, puis il y a des... mais c'est beaucoup de l'information qu'on va chercher. Les CLSC, par le biais des travailleurs sociaux, vont être réorientés vers les organismes communautaires qui, eux, au final, rendent vraiment le service. La travailleuse sociale va aiguiller la recherche pour éviter qu'on s'y perde parce qu'il y a tellement d'organismes que pour quelqu'un qui ne connaît pas le réseau, c'est difficile de s'y perdre. Alors, les travailleurs sociaux sont là pour aiguiller les personnes, bien comprendre le besoin, puis aiguiller la personne. La travailleuse sociale va aussi t'accompagner pour savoir si tu t'es rendu à terme à la demande de tes services et si ça a répondu à ton besoin. Ça aussi, c'est le rôle des travailleurs sociaux en CLSC. Il y a aussi les travailleurs de milieu qui existent maintenant dans la communauté. Nous, à la QDR Québec, on en a 2 pour le secteur Haute-Ville et le secteur Sillery-Sainte-Foy-Cap-Rouge, mais il y en a partout sur le territoire. Fait que les travailleurs de milieu, vous avez juste à appeler à la QDR Québec. Si c'est pas nos travailleurs de milieu, on va vous aiguiller là-dessus au numéro de téléphone 418-524-0437, poste 0. Puis ces travailleurs de milieu-là font le pont avec tous les organismes et puis ils peuvent vous aider. C'est leur job. Leur job, là, c'est de vous prendre puis vous aiguiller à la bonne place. Fait que... Exactement. Puis il y a le CLSC aussi. Ça, vous avez bien fait, M. Goulet, de parler de ça parce que c'est une instance importante. Là, on aborde le soutien à domicile. Est-ce que c'est par le CLSC aussi qu'on peut avoir du soutien à domicile? Absolument. Je suis à la maison, je suis pas en résidence privée, et puis j'ai des limitations physiques qui m'empêchent de faire toutes mes activités de vie quotidiennes, domestiques. Je vais me référer au CLSC. Je peux aller au CLSC avec un proche puis exprimer mon problème, mais je peux les appeler aussi. La travailleuse sociale va ouvrir un dossier à votre nom. Pour vous connaître la situation qui vous amène à les consulter. Et puis, ils vont vous évaluer en lien avec le besoin sollicité. Et par la suite, si besoin est confirmé, mettront le CLSC va mettre le service en place à la résidence. C'est parfait. À votre appartement. Oui. Mais c'est pas ce que j'ai entendu parler, c'est que c'est pas nécessairement des employés du CLSC, ça peut être des coopératives d'économie sociale. Oui. Souvent, dans le soutien à domicile, évidemment, il y a les soins infirmiers. Oui. Donc, les soins infirmiers, infirmières auxiliaires, préposés, c'est souvent le CLSC qui va fournir cette main-d'œuvre-là pour aller à domicile. OK. Pour la physio, l'ergo, l'ergothérapeute va vous faire une évaluation de domicile. Si vous avez besoin des barres d'appui, des suréleveurs de sièges de toilette, des choses comme ça, ils sont mandatés pour ça. Les physiothérapeutes aussi, si vous sortez d'une hospitalisation et puis que vous avez besoin de physiothérapie, ils vont vous évaluer. Mais ça, dépendamment de la disponibilité de la ressource, ça peut être un peu plus long. On va peut-être vous aiguiller vers des cliniques privées s'il le faut. OK. Mais au moins, on va vous faire une visite. OK. Et puis, il y a la nutritionniste aussi. Il y a tous les services. C'est les mêmes services qu'on rencontre à l'hôpital, sauf qu'ils sont octroyés à domicile. Le but, c'est de maintenir nos gens à domicile.
Bon, ben écoutez, là, c'est pas rien, là. Appelez au CLSC, là. Surveillez, là. Regardez quel est votre CLSC, puis allez-y gaiement, là, parce que ça peut vous ouvrir des portes. Souvent, là, il faut se faire un petit carnet des ressources nécessaires, parce que des fois, on peut être mal, puis c'est plus tard, mais si on ne sait pas où se diriger, ben ça va vraiment pas. Il y a l'autre question qu'on s'est fait poser. L'hébergement. Il y a beaucoup de gens qui craignent d'aller en RPA, en résidence privée pour aînés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est si épeurant? Donnez-moi votre avis là-dessus. Bien, évidemment, les RPA, c'est une option, mais vaut mieux rester chez soi. Idéalement, c'est mieux de rester chez soi. OK. La RPA, c'est des milieux de vie destinés à des personnes âgées qui sont en légère perte d'autonomie, voire même des fois autonomes, là. Et puis, pour ces gens-là, les milieux sont idéaux parce que c'est presque des complexes hôteliers avec des piscines, des salles à manger, des bars, des activités, des cours intérieurs, des barbecues, bref, tout ce qu'on retrouve quand on va en voyage, dans les hôtels, tous les services sont là. Puis ça, c'est bien agréable. Puis, c'est souvent des services qui sont accessibles à des coûts raisonnables. Il y a des gymnases, il y a beaucoup d'activités. Où ça coûte cher dans une résidence privée pour aînés, c'est quand on commence à solliciter des services parce que je suis en perte d'autonomie physique ou cognitive. Par exemple, pour faire de l'administration de médicaments, ça peut me coûter 400 $ par mois. Des repas, c'est 30 $ du repas. Un bain, une aide à la baignoire, à la douche, c'est 60 $ qui nous est demandé. Donc ça fait remonter le prix? Le prix du loyer. Et quand ça vient quotidiennement, mensuellement, ça amène vraiment des frais, des gros frais. Ce que les résidences privées ne disent pas, c'est que quand vous avez besoin de services, ça c'est important, Judith, là, ce que je dis là. Quand vous avez besoin de services, on doit se référer au CLSC a priori. Ah, ben là, c'est important. Surtout que tu le dis, puis tu connais ça plus que tout le monde. Ça veut dire que... La résidence, c'est une entreprise privée qui doit se rentabiliser. OK. Donc, ils vont vous proposer les services. Ça devient des services privés. Mais sachez qu'avant d'aller acheter des services privés, il y a le service public qui est disponible. Ça veut dire que le CLSC, les gens du CLSC vont dans les RPA. Oui, effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, quand on entre dans une RPA et qu'on prend des médicaments, systématiquement, la professionnelle de la santé qui s'occupe des résidents devrait initier une démarche pour annoncer au CLSC le nouveau résident. OK. Est-ce qu'ils le font? S'il n'y a pas d'infirmière. Si c'est une infirmière auxiliaire ou un préposé qui est responsable des soins dans la résidence, ces professionnels-là doivent aviser le CLSC pour qu'une infirmière autorisée, une infirmière bachelière autorisée, puisse prendre en charge le dossier de la personne qui intègre la résidence privée pour aînés. Bon, c'est important. Alors, le message que tu fais, très bien d'ailleurs, c'est même si vous êtes en RPA, si vous avez des ennuis, des problèmes de santé qui font que vous avez besoin de soutien, vous appelez le CLSC. Tout à fait. Peut-être qu'il y aura un délai pour recevoir le service. C'est sûr que la résidence va vouloir vous le vendre à gros prix. Puis ils sont là pour ça. Puis si vous voulez l'acheter, libre à vous. Mais vous avez accès au CLSC avant de passer par les services de la résidence. Ah, bien, c'est important. Aussi, même pour l'administration des médicaments, vous avez des troubles cognitifs, vous n'êtes pas capable de gérer votre médication, vous pouvez interpeller le CLSC avant d'acheter le service d'administration des médicaments par la résidence. Bon, ben écoutez bien ça, là, c'est important, là, parce qu'autrement, c'est plus dispendieux, puis ça peut être beaucoup plus difficile à faire.
Là, j'ai une autre question. Oui. J'ai une autre question, puis ça, c'est la dernière, mais est importante. Mettons, les gens voient que ça marche plus, leur santé dégrade rapidement, ils ont des oublis, ils ont toutes sortes de choses. Est-ce que, qui va les... c'est sûr que les résidences privées peuvent les garder, mais à beaucoup plus cher, mais comment ils peuvent faire pour aller au CHSLD? Ouais. Quand on est au soutien à domicile, déjà d'être enregistré au soutien à domicile, notre dossier est ouvert. Donc, Okay. une résidence privée qui respecte son client, puis qui voit que son client se détériore, va signifier à son client ne pas pouvoir le garder parce que ils ont une offre de service qui, plus souvent qu'autrement, va être dépassée. Ils sont capables de faire des soins, des petits soins, mais quand les soins se complexifient, ils ont de la difficulté à rencontrer ces services-là à rendre. OK. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines pour répondre à ces besoins-là. Et dans ce sens-là, les responsables de soins doivent appeler au CLSC et signifier l'écart qui s'installe entre leur offre de service et ce que la personne demande. Systématiquement, le CLSC, le professionnel du CLSC, va prendre rendez-vous avec le résident RPA, va venir l'évaluer. Et selon la condition de la personne, le CLSC va pouvoir, à son tour, ajouter des ressources pour garder la personne dans la résidence privée. Mais si ça devient encore plus lourd, et après évaluation du dossier de la personne, il y aura des réorientations vers des milieux plus appropriés. Peut-être une ressource intermédiaire ou vers le centre d'hébergement. Mais, OK. Alors, c'était la dernière question parce qu'on dispose de peu de temps. Il faudrait que l'émission dure 1 heure ou 2 heures, puis on n'aurait peut-être pas assez. Alors, merci beaucoup, M. Goulet. Ça donne un très bon portrait de ce qu'on doit faire, puis l'émission est fort intéressante. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Bonjour. Bonjour à tout le monde. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.